Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alexandre Vézina. Salut Alex, comment ça va? Bonjour Marco, ça va? Ça va super bien. Good. Je te suis depuis longtemps. Je suis un fan. J'ai lu. En réalité, je suis un fan. J'ai lu un de tes livres. J'ai pas pris le temps. Je dis pas que j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps de lire les autres. Puis on s'est parlé il y a quelques temps. On a fait une longue discussion pour le simple plaisir de la chose. Puis je trouvais ça le fun de t'avoir sur le show pour pouvoir partager ton expertise et tout ça sur le show. Puis pour commencer, là, pour les gens qui ne te connaissent pas, là, qui est Alexandre Vézina? Ça, c'est tout le temps la question qu'on se fait poser. Hein? Ouais. Ben, pas tout le monde qui est Alexandre Vézina, on s'entend. Mais c'est tout le temps difficile à répondre. T'sais. Souvent, on part de notre parcours de vie, etc. Fait que moi, j'aime ça le résumer à cette heure en disant mes parents étaient profs au primaire. J'avais des dictées tous les soirs. Fait que c'est pour ça que j'écris des livres, peut-être. Mais sinon, je n'étais même pas intéressé par la business, par les affaires. Puis c'est comme fil en aiguille de quand j'étais jeune. J'ai commencé à travailler jeune dans une épicerie. J'avais 14 ans ou 15 ans, flush. Puis avoir le gérant, avoir les autres, le côté business quand même transactionnel avec les fournisseurs, avec les clients, etc. C'est comme si j'ai eu de l'intérêt pour ça. Puis je me suis finalement lancé en administration des affaires au cégep, à l'université, mais sans objectif très précis. Puis j'ai compris à l'université qu'on formait des gens à devenir gestionnaires pour des grandes organisations. Puis moi, ça ne me rejoignait pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi, tu sais. Mais le souci de chercher à comprendre, chercher à améliorer les choses, optimiser, ça a toujours fait partie un peu de moi. Fait que mes premières expériences de travail ont été beaucoup relativement à ça. Écoute, j'ai travaillé dans des scieries au Nouveau-Brunswick, dans le process improvement, donc dans les opérations forestières aussi. Fait que, tu sais, dans le bois, en plein milieu de l'hiver, en cape d'acier, en raquette, à se promener pour voir les grosses bûcheuses couper le bois puis dire, OK, comment qu'on pourrait améliorer ça, puis le transport. T'es loin du bac en administration des affaires, en raquette dans le bois. Exactement. Tu sais, c'était un peu comme si j'avais une formation en accéléré d'ingénieur forestier. OK. Mais vu que mon background était plus business puis chiffre, eux autres, ils cherchaient ça aussi, mais c'était la première fois qu'ils engageaient quelqu'un qui n'était pas un ingénieur forestier. Fait qu'avec moi, ils faisaient l'inverse. J'avais le côté business, mais il fallait qu'ils me forment pour comprendre la mécanique des opérations forestières puis l'amélioration de ça. Fait que ça a été quand même très formateur. Puis après ça, quand je suis revenu au Québec, développement économique. Je me suis mis à travailler dans les organisations de développement économique, à côtoyer des entrepreneurs dans la région de Bellechasse et de Chemin, dans Chaudière-Appalaches initialement. Puis de fil en aiguille, je me suis fait proposer d'accompagner vraiment de façon plus soutenue les entrepreneurs, surtout dans le prédémarrage, démarrage, croissance, mais auprès d'une organisation qui donnait des cours. Là. Fait que c'est un centre de formation professionnelle, finalement, mais je gérais toutes les ententes aussi avec Service Québec, mais tout ce qui touchait la formation continue aux entrepreneurs. Puis je me suis mis, veux pas, à coacher les entrepreneurs, à donner de la formation, à bâtir une équipe. Puis ce qui était le fun là, à l'époque, là, mon boss, parce que j'avais un boss à cette époque-là encore. La première journée... Ouais, mais attends un peu. Non, c'est la job idéale, sérieusement. Là. La première journée, il m'a donné les clés, puis il m'a dit « Alex, je t'ai engagé parce que tu es un professionnel. » J'avais peut-être 23 ans dans le temps. OK. Puis pour moi, un professionnel est autonome. Fait que tu gères tout de A à Z ce qui se passe dans tes programmes. Tu as un chèque en blanc. Donc, tu as accès aux chiffres, tu sais combien ça rapporte le programme, etc., par personne qui s'inscrivent, puis par les modules de formation. Entrepreneur. Là. Exactement. Tu sais, vraiment, tu gères tout de A à Z. La seule chose que je veux, c'est qu'à la fin de l'année, on ne soit pas dans le rouge. Fait que, légitime, comme requête. Ben oui, puis je travaillais, écoute, je pense officiellement, là, c'est 21 heures par semaine. OK. Mais je te payais quand même comme un 50-55$ de l'heure à l'époque. Fait que pour un gars de 23-24 ans qui a ce montant-là, qui travaille 21 heures par semaine, je me disais, je vais me la couler douce. Je vais jouer de la musique, je vais lire des livres, je vais peut-être refaire un bac ou un certificat en journalisme, pourquoi pas, en informatique peut-être. Fait que tu sais, mais là, écoute, quand tu l'as un peu en dedans de toi, tu gères ça comme une business. Ben oui. Fait que c'est pas long. Écoute, j'ai développé. Puis là, je travaillais comme 60-70 heures par semaine payé à l'heure.
Fait qu'à monter une équipe, une structure pour me rendre dispensable. C'est vraiment, moi, l'objectif. Fait que moi, ce que j'avais dit à mon boss à l'époque, c'est à 30 ans, je prends ma retraite. OK. Fait que tout le temps, le souci de se mettre à la porte aussi. Puis c'est essentiel dans une business, comme tu le sais, Marco. Mais tu sais, ça faisait partie de moi. Puis j'ai fait comme des apprentissages en accéléré au niveau de la gestion, du développement. Et tant qu'à côtoyer des entreprises, des entrepreneurs, à m'aider à développer, ben là, je me suis mis à jouer au dragon. J'avais trop d'argent. Je me suis mis à investir dans quelques entreprises, les faire progresser, les faire prospérer. Puis pendant un bout de temps, j'avais encore ma job à temps plein. Ensuite, j'étais associé dans une entreprise de transport, puis dans 3 autres entreprises, comptabilité, communication, puis comme une espèce de bureau de consultant. Puis là, je me suis mis comme à passer plus de temps dans une, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Fait que tu sais, c'est comme si j'avais 2-3 jobs en même temps. Puis 2-3 jobs duquel tu es imputable, puis tu es actionnaire, donc il faut que les résultats soient là. Exactement. Tu peux pas dire « je m'occupe pas de celle-là pendant un mois de temps. » Non, c'est ça. Fait qu'il fallait tout le temps que je sois impliqué. J'avais 2 de ces entreprises-là que j'avais des associés opérationnels. Fait que j'étais plus comme un investisseur stratégique avec eux. Mais il y en a une que j'étais plus vraiment comme directeur général de l'entreprise. C'est une entreprise de transport. Avec les gros camions, là. Moi, j'en ai possédé, mais je n'ai jamais conduit. Je suis pas capable de conduire ça non plus. Je comprends. C'est ça. Puis aucun intérêt non plus. Fait que moi, c'était vraiment la gestion, créer une équipe autonome, etc. Puis écoute, on a mangé de l'argent, là. Comme tu n'as aucune idée. J'avais un de mes associés qui était multimillionnaire. Puis écoute, là, c'était facile. Là, puis moi, j'avais un peu d'argent aussi. Fait que là, on a besoin de la fin du mois pour payer les payes. Puis bon, c'est plus facile de remettre de l'argent. Puis remettre de l'argent. Puis remettre de l'argent. Tu sais. Fait que ça a été un apprentissage incroyable. Puis tous les défis, tu le sais, au niveau de la gestion des ressources humaines, puis etc. Ben ouais. Fait que bref, parcours mais entrepreneur aussi. Je trouve ça intéressant parce que tu as dit qu'au départ, tu voulais être le plus. Je me souviens plus du terme que tu as utilisé, mais pas indépendant possible, de dire que la business, elle pouvait rouler sans toi. Mais de fil en aiguille, tu t'es ramassé avec 4 jobs plus 3 business que tu étais imputable de tout. Fait que finalement, tu as fait complètement l'inverse par. Qu'est-ce qui a expliqué ça? C'est que tu t'es laissé emporter par. Mais les projets. Quand tu es passionné, tu te laisses emporter un petit 100%. peu. Puis moi, j'ai une philosophie qui fait en sorte qu'aux 5 ans, j'ai pas le choix, il faut que je fasse du ménage. OK. Fait que tu sais, une grande mise à jour, remise en question pour vérifier finalement, c'est-tu toujours d'actualité, j'ai-tu encore du fun? Puis quand que ça va bien, ben, c'est le fun de se laisser emporter. Puis quand tu as une business qui va moins bien, ben, tu as comme le sentiment du devoir. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement ce que tu veux, mais ce que tu dois, hein? On s'entend? Je relate beaucoup. Ouais. Exactement. Donc, tu sais, tu dois faire des choses. Fait que là, il y a une implication qui est beaucoup moins positive, mais qui est nécessaire. Ouais. Puis c'est cette adversité-là qui est nécessaire aussi à notre propre évolution, à nos propres apprentissages. Fait que, tu sais, je me laisse souvent emporter par plusieurs projets ou pour, dernièrement, l'an passé, je faisais un autre 5 ans, j'ai fait une mise à jour complète. J'ai vendu des parts de mes entreprises, j'ai racheté un de mes associés pour faire fermer une entreprise, finalement. Okay. J'ai aussi, écoute, j'étais président d'un conseil d'administration au niveau du mentorat d'affaires dans la région de Québec, Sage Mentorat, puis j'ai démissionné parce que là, c'était comme si j'en avais trop, ma coupe était pleine. Fait que, tu sais, c'est quoi quand on est passionné, on aime ce qu'on fait. Je pense que c'est une tendance lourde des entrepreneurs. Moi, tu sais, on en a parlé quand on a fait notre meeting ensemble, puis je trouve ça important de le ramener, c'est que moi, j'ai toujours carburé au projet, puis c'est ce que tu disais, tu sais, je dois faire quelque chose, mais en même temps, comme c'est une obligation, c'est moins le fun. Mm-hmm. Fait que souvent, tu vas te trouver d'autres projets stimulants, mais les projets stimulants fait que tu ne focuses pas sur le réel problème, sur ce que tu dois faire. Puis moi, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai fait le ménage aussi. Mm-hmm. Puis là, je me suis donné comme objectif je dis non à tout. Avant, je trouvais toujours le moyen de dire oui puis de me convaincre. Mais tu sais, c'est Steve Jobs qui parlait de ça, la distorsion de la réalité. Ouais. Là. Ah oui, ça va rentrer dans l'horaire, ça va être le fun et tout ça. Là, maintenant, c'est je dis non à tout et tu dois me convaincre que ça va être un oui. Puis je te dirais que j'ai peut-être eu, tu sais, mettons, dans les 2 derniers mois, j'ai peut-être eu une 12aine d'opportunités parce que les opportunités, il y en a partout. Tout à fait. Puis je les ai toutes refusées systématiquement parce que je n'étais pas capable de me convaincre que c'était un oui, tu sais. Mais c'est déstabilisant de faire ça, mais à moyen long terme,
C'est nécessaire. C'est nécessaire, définitivement. Ce que tu partages là, Marco, moi, ça fait des années que je pratique ça. Tu sais, ma position de départ pour presque tout, c'est non. Que ce soit avec les enfants ou encore au niveau d'un projet ou d'affaires, ou même quelqu'un qui rentre en contact avec moi par LinkedIn, puis là, qui voulait me rencontrer, puis c'est tout le temps la même affaire, là, ou qui veut faire un appel découverte. Un café virtuel. Ouais, c'est ça, pour essayer de me vendre quelque chose, là, que moi, par défaut, c'est non. Fait que j'ai établi mes limites, puis après ça, tu sais, l'idée, si je veux que ça devienne un oui, il y a certaines conditions. Fait que c'est pour ça, puis c'est drôle parce que dans mon livre 2x4, j'explique les différentes formes de non. Il y a le non qui est définitif. Il y a le non pas maintenant. Donc, ça pourrait m'intéresser, mais présentement, ça ne marche pas dans mon agenda. Donc, non pas maintenant. Fait que ça va peut-être plus tard. Puis, il y a non pas dans ces conditions-là. Okay? C'est vraiment drôle parce que là, tu me dis ça, puis je repense au projet que j'ai dit non, puis je viens, dans un claquement de doigts, je les ai placés. C'est comme projet 1, c'est non. Le projet 2, c'était non, pas maintenant. Projet 3, c'est non, mais à condition de. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que ça remet les choses en perspective que, effectivement, un non n'a pas toujours la même valeur. Mais ce qui est important, c'est quand on répond de cette façon-là, peu importe les trois façons, on le fasse avec une intention aussi derrière de ne pas créer des attentes. Oui, 100%. Okay? Donc, si on dit non, pas maintenant, ben on va créer des attentes pour plus tard. Fait que si ça nous intéresse, mais là, il y a une question de timing, puis c'est pas un bon timing là, maintenant, ça, c'est correct. Puis souvent, moi, quelqu'un qui m'aborde, là, je dis non, pas maintenant. Fait que non, relance-moi dans, exemple, 3 mois, 6 mois, puis on en rediscutera. Ouais. Fait que souvent, c'est une façon aussi de filtrer parce que je te dirais que la majorité des gens, Marco, ne sont pas professionnels. Je suis d'accord. Okay? Donc, la majorité des gens ne font pas leur suivi. Fait que là, c'est pas moi qui va prendre sur mes épaules d'effectuer un suivi de quelqu'un qui me présente quelque chose. Fait que je dis non, pas maintenant. Relance-moi, exemple, dans 6 mois. Si dans 6 mois, la personne ne m'a pas relancé, ben tant pis. Il me prouve qu'il n'est pas professionnel. Tant mieux. Rendu là, c'est ça. Tant pis pour lui. Ouais, tant mieux pour moi. Puis, tu sais, même si j'aurais le temps, des fois, de leur discuter là maintenant, je les repousse de cette façon-là. S'ils me relancent, là, ils gagnent mon respect. Là, je peux prendre du temps. Okay? Mais avant ça, ça s'appelle fais tes devoirs, fais tes suivis. Puis je te dirais que 95% des gens, puis même en affaires, ne font pas leur suivi de cette nature-là. Tu sais. J'avais vu des statistiques là-dessus, là, puis je les ai pas de mémoire. Mais ça disait que la majorité des deals se closaient à partir du 6e, 7e, 8e suivi. Mais qui fait 6 suivis? Personne. Moi, j'ai raconté l'histoire quand dans mon ancienne vie, je vendais des cellulaires de compagnie. Puis j'appelle une entreprise, mettons le 1er janvier, puis je lui demande, c'est un gars que je connaissais, tu pourrais-tu me donner tes factures? Je pourrais voir si je peux faire quelque chose. Il dit non, rappelle-moi le mois prochain. Je le rappelle le mois prochain. Je fais ça pendant 6 mois. Puis après le 6e mois, je l'appelle, puis il dit Chris, t'es donc bien fatigant. Je suis comme, ben là, y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Tu me dis, rappelle-moi le mois prochain, je te rappelle. Si tu veux pas que je t'appelle, je vais arrêter de t'appeler. Finalement, il m'a dit, ben, viens chercher les factures, là, parce que t'es fatigant. Mais le suivi marche aussi des deux bords. Il y a du monde qui vont dire, rappelle-moi le mois prochain, puis rappelle-moi, puis là, ça fait des attentes. De dire, ton projet m'intéresse pas. Mais effectivement, mon gars, il a 17 ans, puis il fait du développement des affaires pour une agence de joueurs de hockey, puis c'est ça que j'ai dit, là. J'ai dit, le suivi, c'est l'honneur de la guerre. C'est l'honneur de la guerre. Puis souvent, les gens ne font pas leur suivi. Puis tu le sais, signer un deal, là, c'est avant tout entre des individus. 100%. OK? Fait qu'il y a une relation de confiance. Puis il faut bâtir cette relation de confiance-là. Puis cette relation de confiance-là se bâtit avec du temps et des interactions positives. Donc, ça prend des interactions ensemble, puis différents moyens aussi d'interaction. Fait que, exemple, si on se parle par courriel ou par LinkedIn ou les médias sociaux, peu importe lequel, mais c'est correct, mais ça ne crée pas une grosse proximité. Souvent, c'est quoi l'étape de plus? Bon, une rencontre virtuelle, ça peut en être une, ça peut être une vraie rencontre présentielle, ça peut être, c'est de trouver la bonne dynamique puis la bonne gradation. C'est drôle parce que dans le premier livre que j'ai écrit, ça s'appelait « Enfin les vraies affaires ». Puis j'avais un outil là-dedans que j'avais nommé, vu que j'avais pas trop de créativité à l'époque, l'échelle de confiance AV. OK? J'aurais pu faire mieux. Mais cette échelle de confiance-là, l'idée, c'est justement, c'est quoi? C'est une échelle. Donc, c'est une gradation entre « Who the fuck are you? » à
tu deviens un ambassadeur de la marque ou de l'entreprise ou peu importe. Mais tu sais, il y a une gradation. Puis justement, c'est de découvrir qu'est-ce qui marche pour toi. Ça devient comme une espèce de processus de développement des affaires, 100%. mais en lien avec des interactions positives avec les personnes avec qui tu veux bâtir cette confiance-là. C'est le nerf de la guerre. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelle Sell Like Crazy de Sabri Soubi. Je ne sais pas si tu l'as lu. Puis lui, il a imagé le réseautage puis les connexions. Puis j'ai adoré sa façon de le faire. Lui, il dit, tu sais, en bout de ligne, puis il n'a pas tort, là, il dit le réseautage puis le développement des affaires, il dit c'est comme un peu du dating. Mm-hmm. Tu sais, il faut que tu développes une relation, il faut que tu développes une intimité professionnelle, tout ça. Fait que lui, il disait qu'il y avait 3 stades. Il y avait le premier verre. Tu sais, on va aller prendre un verre ensemble, voir est-ce qu'il y a des atomes crochus, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Ensuite de ça, on va aller souper au restaurant ensemble. Puis après ça, sa dernière étape, c'était Netflix and chill. Fait que je trouvais ça très drôle comme gradation. Et il y a tellement de gens qui ne comprennent pas ça. Puis le meilleur exemple, tu l'as donné tantôt, là. Moi, il n'y a rien qui me turn off plus que quelqu'un qui m'ajoute sur LinkedIn. Aussitôt que tu l'ajoutes, il y a un message qui rentre, puis c'est de dire « Ah, j'ai vu que tu étais là-dedans, on pourrait prendre un café virtuel et tout. » Ça, c'est du Netflix and chill tout de suite. Là. Mm-hmm. Tu sais même pas je suis qui, tu sais même pas, t'as même pas essayé de me connaître, puis t'essayes de me booker pour me closer. Oublie ça, c'est fini, 100%. Mais moi, je comprends pas parce que encore aujourd'hui, les gens utilisent cette technique-là. Je pense qu'ils vont au volume. Je pense que c'est vraiment ça. C'est de dire, tu sais, je vais en envoyer 1000, c'est 1000, il y en a 3 qui vont me répondre. Moi, je vais éclairer tout le monde. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que faut que tu penses, ouais, si tu vas te chercher 3 leads, mais que tu as une appréciation négative de 997 personnes, crime, ça ne sera pas long que ta réputation va se faire dans le marché. Tu sais, avec le temps, on devient aussi, on sait dire non, on devient aussi des fois peut-être un peu, pas arrogant, mais cocky, de par confiance. Là. Oui, je suis à l'aise avec ça. C'est ça. Ouais. Puis, comme moi, quelqu'un qui m'approche comme ça, là, à ça que je l'accepte puis qui essaie de me vendre quasiment tout de suite ou une rencontre pour une analyse de besoin ou peu importe, là, je réponds à tout le monde. Puis à ça, je dis, écoutez, la première chose, avant que moi, je prenne du temps avec vous, essayez de me comprendre, essayez de me connaître. Donc, achetez un de mes livres, lisez-le. Une fois que ça sera fait, vous me reviendrez. Non, mais tu sais, à un moment donné... J'adore ça. À un moment donné, c'est de créer un filtre. Puis encore une fois, tu sais, là, il y en a qui passent à l'action, qui le font. Puis là, je vérifie. Je fais une vérification pour être sûr. C'est si acheter le livre. Puis là, après ça, je vais prendre un peu de temps. Mais tu sais, puis le pire, c'est que c'est pas compliqué, là. Tu sais, moi, l'année passée, j'étais conseiller numérique pour le Plan canadien d'adoption du numérique qui ont terminé 15 mois à l'avance, mais ça, c'est une autre histoire. Ça ferait un beau passage dans Marco Fer Rouge. Ah, tout à fait. Tout à fait. T'es pas tout seul. Puis je sollicitais des entreprises via LinkedIn, mais j'avais une approche qui était tellement simple. Tu sais, je me souviens d'une compagnie de construction, j'ajoute le gars, je vais sur son site de construction, il fallait des maisons haut de gamme. J'ai passé 3 minutes, j'ai regardé son site web. Il a fait un projet à Bromont qui était super beau. Fait que j'ai envoyé un message. Hey, tu sais, merci de l'ajout. En passant, super beau ce que vous faites. Je suis allé visiter votre site web. Le projet de Bromont est absolument fabuleux. Le gars, il me répond, là. Oui. Puis là, tu sais, après peut-être 30 minutes de discussion, tu sais, c'est lui qui m'a demandé. Il dit, qu'est-ce que tu as comme service? Qu'est-ce que tu offres? Puis là, je suis comme, ben, tu sais, j'ai ça. Tu sais, on l'a fait dans un processus standard, mais je trouve que c'est le bout qui est difficile, justement, des médias sociaux, de dire c'est tellement facile de rejoindre tout le monde, puis c'est la fin de la parenthèse de ce que tu disais, c'est que les gens ne sont pas professionnels. Les gens, ils pensent que, tu sais, je vais t'envoyer un message, puis « Hey, tu veux-tu une banque d'heures? » Christ, qui? T'sais? Mais c'est ça, les gens cherchent comme une espèce de recette magique, là, one size fit all, mais c'est pas ça. Tu sais, regarde l'exemple que tu as donné, Marco, de porter une attention, faire ses devoirs avant de contacter quelqu'un. Puis c'est un minimum, là, le site Internet ou regarder sur les médias sociaux. Trouver un élément qui va être accrocheur puis qui va parler. Là, ça va nécessiter. Donc, ça démontre une personnalisation aussi. Puis souvent, quand je parle du développement des affaires, tu parlais un peu tantôt de dating. Là. Ouais. Bon. Mais moi, souvent, je mets ça dans 2 catégories. Quand tu essayes de rejoindre des clients en termes de volume, souvent, c'est comme si les gens essayent d'avoir un one-night stand. Ouais. Tu sais, dans le temps, les gens allaient dans les bars. À ce temps, je ne sais plus. J'expliquais ça à mes enfants, ils ne comprenaient rien. Non, c'est ça. Mais c'est une autre histoire. Relation d'un soir à 3h moins quart, là, c'est la piste de danse pour essayer de... Bon,
On s'entend. Mais la majorité des... Faites-vous une image à la maison. Mais comme entrepreneur, on doit chercher plus les mariages. Ouais. Donc, c'est de prendre le temps pour courtiser adéquatement. Comme tu le disais tantôt, pour bâtir une relation solide. Puis c'est avec des clients comme ça qu'on développe une espèce de proximité, qu'on crée du repeat business aussi. Mais tu sais quoi, je trouve ça le fun parce que là, tu parles de clients potentiels. Moi, j'avais un de mes mentors qui m'avait dit sensiblement la même affaire, mais pour les projets, ce qu'on parlait au départ. De dire, c'est quoi ton projet de vie, là? Mm-hmm. C'est quoi ton mariage que tu veux faire, ton projet qui te drive puis qui va te générer un patrimoine, on pourrait nommer ça de même, ou c'est-tu de courailler à gauche et à droite pour des relations éphémères, des projets éphémères, de dire, ça va me... Parce que, tu sais, moi, je suis un créateur. Moi, j'aime ça avoir des idées, puis c'est ça qui est le fun au début d'un projet. Mm-hmm. Mais après ça, quand le projet est parti, puis là, c'est OK, là, il faut gérer la comptabilité, faire le développement des affaires. Puis là, c'est le bout où est-ce que tu es comme, ouais, mais ça me tente pas tant, tu sais. Ouais, mais tu le savais avant. Tu sais, fait il y a une question de relation humaine, de se connaître soi-même, puis de connaître les autres qui est essentielle là-dedans. Mais moi j'ai parce que là, depuis tantôt, tu parles des différents livres. Tu as raconté ton histoire jusqu'à 30 ans, mais tu sais, mais là... Mais là, quand c'est plus important. Ouais, non, mais je veux dire, c'est là. Comment t'en es venu à devenir un auteur? Premièrement, es-tu à l'aise avec le fait qu'on dise que tu es un auteur? Ou Maintenant, oui. Maintenant, oui. OK. Mais ça a pris 3 livres. OK. Pour me considérer comme un auteur. Puis c'est la première maison d'édition où est-ce que j'étais, c'est l'éditrice à un moment donné, elle dit Alex, arrête là. Arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur. Tu as rédigé 3 livres. T'es un auteur. Fait que là, je dis OK. Fait qu'à un moment donné, je l'ai rajouté sur mon titre LinkedIn. Fait qu'à cette heure, c'est correct. Je suis aussi un auteur. Mais tu sais, pour certaines personnes, pour mes enfants, je ne suis pas un auteur. Je suis le père de famille. Tu sais, on a plusieurs chapeaux, plusieurs rôles aussi. Je savais compter. Dans notre vie, tu sais. Je savais compter mon livre. Tu sais, on a des beaux résultats. Le livre se vend bien, tout ça. Puis mes 2 enfants m'ont fait une confession. Ils m'ont dit, mon plus vieux, il me dit, je pensais pas que ton livre serait bon. Je suis comme, comment ça? Il dit, t'es pas un auteur. Tu sais, il dit, c'est pas ton travail. Puis mon plus jeune, il m'a dit, moi, je pensais que c'était juste tes amis qui te l'achèteraient pour te faire plaisir. J'étais comme, wow! Mais tu sais, c'est de voir la perception. Puis ça, c'est ça qui est le fun des enfants. Il y a, tu sais, une bonne, tu sais, quand tu commences à te faire la grosse tête, ils sont parfaits pour te ramener sur la terre ferme. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y a ça, mais il y a de l'autre côté aussi. Tu sais, au début, il ne croit pas, peut-être. Puis là, après ça, quand il commence à voir ça fonctionne, moi, c'est ma fille, dernièrement, elle dit, t'as combien d'abonnés sur Facebook? Ou non, elle dit, combien t'as de followers? Elle a 8 ans, là. Tu sais, des followers. Je dis, ben là, c'est aussi important que ça pour toi, tu sais. Puis où mon garçon, quand il va à la bibliothèque à Port-Rouge ou qu'il va dans une librairie, souvent, il cherche voir si mes livres sont là. Puis à chaque fois qu'ils sont là, tu sais, il me le dit, il revient. « Hey, papa, tel livre sort à telle place. » Tu sais, je trouve ça quand même drôle. Ben ouais, c'est sûr, c'est le fun. Puis là, Là, t'es rendu à combien? 10, tu m'avais dit? 10 livres? Oui, il y a 10 livres qui sont publiés par des maisons d'édition. Ah, ça, j'aime ça. 10 livres qui sont publiés. Il y en a combien qui sont... Ben, j'ai 2-3 recueils de textes, puis j'ai 2 livres auto-publiés aussi. OK. T'es un auteur. Ouais, on peut le dire. Là, on peut le dire. Parce que, regarde, depuis 2015 ou 2016, j'ai comme 10-12 livres, finalement. De rédiger et de publier ou auto-publier. Fait que je peux dire que je suis un auteur à une moyenne de plus qu'un par année. Ouais. Mais c'est, ça, quand j'ai fait une espèce d'introspection, ma mère est morte à 50 ans. OK. Puis, juste avant qu'elle décède, je me suis dit, OK, moi, je risque de mourir avant ou à 50 ans. Je le souhaite pas. Ouais. C'est une possibilité. C'est une possibilité vu que ça arrive à ma mère. Donc, à ce moment-là, j'ai fait comme mon espèce de bucket list là, pour dire qu'est-ce que je veux avoir accompli dans ma vie, au niveau personnel, professionnel, etc. Puis écrire des livres en faisait partie. Puis c'est là que je me suis dit combien je veux en avoir écrit. T'sais, on se donne tous des objectifs des fois un peu farfelus. Fait que j'ai dit 50 livres à 50 ans. Mais c'est pas vraiment un objectif du nombre, c'est plus de me mettre en application, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas publié un. Fait qu'il fallait que je me mette en action à un moment donné. Ouais. C'est comme le petit coup de pied bien placé. Puis là, je me suis mis à en écrire.
Au début, je les écrivais plus pour moi et les autres. Depuis plusieurs années, je les écris plus pour moi. OK. Je les écris pour les autres. OK. Uniquement. Donc, tu sais, là, c'est pas en vendant des livres d'affaires au Québec qu'on devient riche. Là. Nope. On s'entend. Puis de toute façon, moi, toutes les redevances, je les redonne à des organisations à vocation entrepreneuriale. OK. Depuis plusieurs années. Pas moi. Puis, Je suis désolé, mais pas moi. ben, ça va peut-être arriver un jour. Hein? Ça va peut-être arriver un jour. Mais les livres, à chaque fois, tu sais, je valide, c'est quoi mon intention derrière le livre? À qui ça s'adresse? C'est quoi le message que je veux qu'il reste? Puis moi, il y a comme une espèce de promesse que je me suis toujours donnée et que je me donne vis-à-vis des autres. C'est à chaque fois que quelqu'un lit un de mes livres, il faut qu'il y ait au moins une chose, un truc, un outil, une astuce. Un golden nugget, là. Exactement. Ouais. Puis qui va pouvoir mettre en application comme là, maintenant, puis avec des répercussions pour plus tard. Ça, ma job est faite. Ma job d'auteur est faite. Fait que c'est vraiment dans cet objectif, avec ces objectifs-là que j'ai en tête lorsque j'arrive avec un nouveau livre. Lorsque j'arrive avec un nouveau projet de livre aussi à une maison d'édition, il n'est pas écrit avant. C'est, voici ce qu'il y en a, voici le résumé du livre, voici ce qu'il va y avoir dans le livre, les outils, puis etc. Ça vous intéresse-tu, oui ou non? Ben, c'est... Puis tu sais, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai mon premier livre, puis t'as vu, c'est drôle, je viens de dire mon premier, j'en ai juste un, là, mais non, il y en a d'autres qui vont s'en venir. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Puis moi, il a été fait, tu sais, c'est des formations, puis ça a été un recueil de formations qui a fini dans un livre pour... mais, tu sais, on se parlait je me dis, le prochain que je vais écrire va être très différent du fait que c'est pas c'est pas plein de stock que je ramasse puis que je condense dans un livre, on va partir de la page blanche et tout. Mais tu sais, j'avais beaucoup aimé de dire, tu sais, à qui tu t'adresses, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que les gens vont apprendre là-dedans, puis de commencer là-dessus. Mais pourquoi, ben tu sais, je pose la question, puis je me donne la réponse, mais pourquoi t'en es arrivé à écrire des livres sur l'entrepreneuriat, puis tu sais, on pourrait dire quasiment la résilience de l'entrepreneur, là, c'est pas mal, tu sais, c'est pas juste de l'entrepreneuriat, c'est de dire, tu fais face à de l'adversité, tu sais, 2 par 4, ça fait mal. Ça un fait coup mal. de 2 par 4, ça fait mal. Je sais pas, là, mais quoi que je dis ça, je veux dire, oui, je présume là, que... Mais comment t'en es venu à dire, je veux écrire un livre sur la résilience des entrepreneurs, l'adversité que les entrepreneurs ils font? Les premiers livres que j'ai rédigés, c'était vraiment... J'étais tanné de répéter toujours la même chose aux entrepreneurs. OK? L'intention initiale, c'était, au lieu de répéter toujours, achetez le livre, lisez-le, puis après ça, on va se reparler, mais en fonction de ça. La base va être établie. Tu sais. Fait que c'est une façon aussi, mais là, écoute, depuis que j'écris des livres, j'ai jamais autant répété de ma vie. Là. ça fait que c'est un fail. C'est un fail vraiment, total. Fail total à ce niveau-là. Mais non, mais l'idée, c'était vraiment ça initialement. Puis après ça, veux pas, mon moyen de communication idéal pour moi, puis que j'apprécie le plus, c'est vraiment l'écriture. Fait que là, de fil en aiguille, t'écris. J'écris quasiment toutes les semaines ou aux 2 semaines des articles de blog aussi depuis 2015. Fait que tu sais, ça a toujours été naturel pour moi d'écrire. Fait que quand j'ai des conseils ou quand il arrive des situations aussi avec des entrepreneurs que j'accompagne, mais là, j'anonymise un peu le tout. Mais tu sais, ça reste que je parle souvent de ces éléments-là pour donner des leçons d'affaires aussi à l'ensemble des gens ou de faire réfléchir. Parce que tu sais, comme entrepreneur, là, souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de se poser les bonnes questions, de faire une remise en question. Fait qu'à chaque fois que je rédige un livre, c'est une façon aussi de donner du temps aux entrepreneurs. Pour toi aussi, ça te permet de... Inévitablement, ça t'oblige à faire un pas de recul pour clarifier tes idées et tout le kit, mais je veux dire, tu es un entrepreneur aussi, donc inévitablement, ça te permet de faire un... C'est une façon d'ancrer des apprentissages aussi. Puis de revenir. Puis tu sais, des fois, il y a une situation qui arrive dans nos business, mais avec des clients aussi, avec d'autres entrepreneurs. Puis là, tu l'orientes d'une certaine façon. Puis là, après coup, tu dis, OK, c'était vraiment la bonne façon. Ou des fois, c'est juste de dire, j'aurais pu l'amener de telle façon aussi. Fait que là, tu reviens avec le client. Fait que c'est une façon de venir réfléchir sur certains éléments, de digérer, je veux dire le même, de digérer, de laisser mijoter des situations, du contenu, puis de les remâcher pour pouvoir le partager. Tu sais, moi, j'ai un de mes mentors à l'époque qui m'avait dit, Alex,
tu accumules des tonnes de connaissances, d'expériences, les tiennes, celles des autres, mais si tu ne les transmets pas, tu vas t'étouffer avec. C'est clair. Je suis 100% d'accord avec ça. Fait que moi, je l'ai ancré en moi, ça, puis l'idée de toujours redonner au suivant a toujours été là, puis en l'écrivant, en donnant le temps. Puis tu sais, si tu lis quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va te parler exactement, mais ça va te faire réfléchir à d'autres choses. Ouais. Ça crée un processus de réflexion. Fait que ce temps d'arrêt-là est salutaire, puis pour tous les entrepreneurs. Ben, moi ce que j'ai aimé de... Moi, c'est Marco Fer-Rouge que j'ai lu. Puis, tu sais, je suis dans des groupes de coaching, je suis dans des accompagnements, tout le kit. Puis, tu sais, je coach, puis je forme des entrepreneurs aussi. Puis, il y a une chose que je réalise qui me frappe, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Mm-hmm. Ça, c'est une réalité. Puis, tu sais, on le voit quand je lisais Marco Fer-Rouge, qui est plein d'histoires de marde, des catastrophes qui est arrivé à... Puis, tu sais, il y en a plein là-dedans que tu es comme, ah oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé moins intense que lui, mais ça aurait pu m'arriver, tu sais. Et là, ça t'amène le fun, ça t'amène le fun. Je sais pas si le fun que ça, là, mais le problème de l'entrepreneuriat, c'est, moi, je dis tout le temps, it's lonely at the top, tu sais, t'as le sentiment que t'es tout seul, puis que t'es le seul à vivre tes mardes, tout, puis là, de voir des recueils comme ça, puis de parler avec d'autres entrepreneurs, tu fais comme, ah. Parce que derrière la façade qui est vue souvent sur les médias sociaux, ben oui, c'est clair. La réalité, c'est tout autre chose. T'sais. Puis moi, ça fait des années que je cherche tout le temps à déglamoriser un peu l'entrepreneuriat, à montrer l'envers du décor, à montrer vraiment la vraie business, la petite PME, comment que ça fonctionne. T'sais. Puis dans Marco Fer-Rouge, c'était ça aussi. Toutes les histoires que j'ai rassemblées, ben, la majorité, c'est de mes clients. Puis l'autre portion, c'est des gens de mon réseau d'affaires que je connaissais. Puis je cherchais des histoires qui peuvent arriver à pas mal tous les entrepreneurs, mais à des niveaux différents ou avec une implication financière de plus de zéro d'un côté que de l'autre. Ouais. Puis cette implication-là, pour pouvoir justement briser l'isolement, pour dire « Ah, mon Dieu, lui aussi a vécu ça. Voici comment qui a vaincu cette adversité-là, puis les leçons d'affaires aussi à en tirer. » Fait que c'est des histoires universelles. Sauf que toutes les histoires qui ont été choisies, ou presque, dans Marco Fer-Rouge, à chaque fois que tu penses que c'est fini dans l'histoire, ça devrait arrêter là. Non, il y a une couche de plus, puis il y en a une de plus. Ben, c'est souvent ça, en plus. C'est un enchaînement de péripéties. C'est ça, la business. C'est on to the next one. C'est dire, moi, je le dis, c'est... Puis, c'est la phrase est quétaine, mais je l'adore pareil. Là, c'est qu'ils disent l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Puis mon mentor avait rajouté un bout, il dit, des fois, tu as des hauts, des fois, tu as des bas, puis des fois, tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher et de crier. Je la trouve très, très drôle comme phrase parce que ça résume super bien de dire, tu penses que c'est pas fini, puis ce qui est le fun puis difficile en même temps, c'est que c'est tellement pas linéaire de dire, tu peux avoir 3 mardes de suite, puis après ça, tu peux enchaîner 7 succès. Après ça, tu peux avoir 1 marde, 2 succès, puis après ça, tu peux avoir 11 mardes de succès. C'est tellement... C'est parce que ces montagnes russes-là, tu les vis souvent au quotidien. Ouais. Tu sais, il arrive une situation où tu signes un contrat, puis là, écoute, t'es le meilleur entrepreneur au monde, là, dans ta tête. Puis là, il arrive une affaire tout de suite après, puis t'es le pire. Fait que il y a une heure qui est passée entre les deux. Il y a une heure qui est passée entre les deux. Puis c'est parce que notre cerveau est fait pour qu'on mette plus de poids. Tu sais, qu'on attribue plus de poids au négatif qu'au positif. Tu sais. J'avais lu une étude là-dessus qui disait que c'était 2,1 le facteur. Tu sais, il disait, tu trouves 10 piastres à terre, ça te donne 1 de bonheur. Tu réalises que tu as perdu 10 piastres, ça te donne 2,1 de malheur. Fait que, tu sais, c'est... Mais les gens ont peur de perdre beaucoup plus qu'ils aiment gagner. Je suis d'accord. Finalement. Fait que, tu sais, ça vient peser. Puis c'est pour ça que souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs, je leur dis, à la fin de la journée, quand vous fermez tout, là, notez qu'est-ce qu'il y a de positif que vous avez eu dans votre journée. Notez ce qu'il y a eu de négatif. Puis de ce qui était négatif, entre parenthèses, c'est quoi les apprentissages que vous avez faits? Tu sais, c'est un exercice qui prend 2 minutes à faire. Mais en le virant de même, en convertissant les éléments un peu moins glamour ou un peu moins positifs qui s'est passé dans ta journée en apprentissage, tu l'ancres différemment. Ouais. Puis tu finis un peu plus la journée sur une note plus positive que négative, finalement. Moi, j'avais suivi une formation de Ryan Walter, l'ancien joueur du Canadien, puis il disait quelque chose, ça m'avait fait mourir parce que son approche est ridicule, mais elle est super efficace. C'est de dire,
lui, il y a une période, il y a 1 heure de bouquet dans son horaire le jeudi pour chialer et ruminer ses mauvais coups. Donc, pendant toute la semaine, s'il arrive des mauvais coups puis s'il arrive des mauvaises situations, il se dit je penserai à ça jeudi ou dans 2 jours ou dans 3 jours. Fait qu'il se permet plus de se laisser aller dans les montagnes russes. Mais la réalité, c'est que si tu as eu une merde lundi, puis qu'après ça, tu te laisses le temps jeudi, mais 95% du temps, 3 jours après, là, l'intensité, l'émotion est plus là. Tu es comme, finalement, c'était pas si pire que ça. Puis c'est ce que j'avais trouvé. C'est ça, on se laisse beaucoup guider par nos émotions. Ouais. Puis c'est normal, là. Mais c'est ça qui crée les up and down. Puis c'est parce qu'avec le temps, il faut apprendre à doser un peu. Fait que les up soient moins hauts, puis les down moins bas. Moi, essayer que notre ego varie beaucoup moins. Ouais. Puis notre self-esteem, notre estime de soi varie un peu moins en fonction des bons coups et des bas coups. Mais, moi, ça fait. Des mauvais coups. Tu sais, Alex, ça fait 18 ans que je suis à mon compte, là. Puis on m'a déjà posé la question, c'est quoi, selon toi, la compétence la plus importante d'un entrepreneur? Puis aujourd'hui, là, c'est la gestion des émotions. 100%. Au-delà de la créativité, de l'intelligence, de la persévérance, de la ci, de la ça, la gestion des émotions. Comme tu dis, les hauts sont jamais aussi hauts, les bas sont jamais aussi bas, puis il faut que tu sois capable de dealer avec ça. Moi, je travaille énormément là-dessus parce que je suis un émotif, je suis un passionné, tout le kit. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand je faisais face à l'adversité, puis quand j'avais des échecs, mon premier réflexe, c'est crisse la pédale au fond, puis on continue, on avance. Il y a un mur de briques qui s'en vient, là, crisse la pédale au fond, puis on va le défoncer, le mur de briques. Ça, c'était mon réflexe que j'avais. Maintenant, je me dépose, puis je regarde en arrière, mais tu sais, pas regarder en arrière, de dire « Oh, si j'avais acheté des actions d'Apple », non, tu sais, juste de dire « Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis qu'est-ce que je peux modifier? » Parce que le mur de briques, là, je peux juste dévier la trajectoire un peu, puis je vais passer à côté. Fait ou si tu trouves une pelle, tu vas passer en dessous. Ou si tu trouves une échelle, tu vas passer. Mais si je m'en vais à pleine vitesse dedans, même si j'ai une échelle, même si j'ai une pelle, si c'est sûr, je le mange en pleine gueule. Fait il y avait cette capacité-là de dire, on peut-tu juste... Mais c'est pour ça que tout entrepreneur doit se développer une espèce de garde rapprochée. Des individus de confiance autour de lui. Puis quand il arrive des éléments d'adversité qui l'obligent à prendre ce pas de recul-là. Tu sais, il y en a que ça va être un mentor, il y en a que ça va être un associé, il y en a que ça va être un accompagnateur, whatever, un coach, etc. Mais c'est important de trouver comme un peu notre groupe de soutien comme ça pour nous permettre, comme entrepreneurs, de ventiler. On vit des émotions, c'est normal, mais il ne faut pas se laisser guider par ces émotions-là. Donc, il faut trouver le bon système de ventilation jusqu'à un certain point. Moi, pendant des années, ça a été des mentors ou un associé que j'avais. Dès qu'il arrivait de quoi, là, avant que je fasse une merde, là, que je réponds à un courriel de façon un peu trop émotive. On ne sait pas. Hein? Vous lirez marqué au fer rouge, vous allez comprendre. Mais je l'appelais. Ou j'en appelais un ou l'autre. Puis s'il n'était pas disponible, j'avais une troisième personne aussi. Juste pour pouvoir moi, c'était évacuer, tu sais. Moi, c'était l'alcool. C'est ça, il y en a que c'était efficace, mais c'était nocif, mais quand même. Mais moi, j'ai une question parce que je sais que tu as parlé avec beaucoup d'entrepreneurs et tout ça, puis j'ai une question parce que c'est une réalité que je vis. Est-ce que tu ressens que les entrepreneurs ont besoin d'avoir un groupe de soutien professionnel autour d'eux autres parce que le groupe de soutien familial ou amical n'est pas nécessairement le plus approprié? Ce que je veux dire par là, c'est... Tu sais, quand tu vis avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs, puis moi, je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de fois, tu sais, d'arriver puis de dire, tu sais, c'est difficile et tout. Puis là, tu te fais dire des affaires comme, ouais, mais Marco, t'as pas besoin de faire ça. Je veux dire, tu pourrais travailler comme directeur du marketing dans une agence ou dans une grosse boîte, t'aurais un gros salaire, pas de stress et tout. Je suis comme, ouais, mais tu comprends pas Est-ce que oui? C'est parce que t'as pas nommé la famille puis t'as pas nommé les amis là-dedans, là? Non, puis c'est drôle que tu abordes ça parce que dans 2x4, j'ai un chapitre là-dessus. Ça s'appelle « Arrêtez d'écœurer vos proches avec votre business ». Parce que c'est pas les bons conseillers. Eux autres, de savoir juste certaines facettes, c'est correct, mais de savoir tout ce qu'on vit, puis etc., d'essayer de les éduquer, on peut essayer. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? On ne parle pas à la bonne personne. Parce que justement, les commentaires qui vont être émis, ça va être beaucoup des commentaires
d'eux autres, leur inconfort face à ta situation. 100%. Sans qu'ils soient directement dans tes souliers, puis sans être en mesure de comprendre ce que tu vis réellement. Puis tu sais, ce que tu abordes, dernièrement, j'ai intervenu dans une entreprise en Montérégie, pas trop loin d'ici d'ailleurs, 200 employés. Puis le propriétaire, quand il m'a demandé de venir animer une journée complète pour son équipe de direction, il m'a dit « Alex, j'aimerais ça que tu leur passes un message pour qu'ils comprennent qu'est-ce que je vis au quotidien. » Fait qu'au milieu de la journée, j'ai demandé, il était une quinzaine, à chacun, qu'est-ce qu'il pensait qui se passait dans la tête de l'actionnaire de l'entreprise au quotidien. Puis là, tu sais, il était tout estomaqué. Qu'est-ce que vous pensez que cette personne-là vit au quotidien? C'est quoi les risques qu'elle prend? Puis là, il y a comme eu une espèce de prise de conscience. Là, ils se sont mis à en parler ensemble, à verbaliser. Puis là, le propriétaire était là, assis aussi dans la salle. Puis il est devenu comme émotif parce qu'à un moment donné, il y a un membre de l'équipe qui s'est reviré vers le propriétaire puis il a dit « J'avais aucune idée que tu pouvais vivre tout ça en une seule journée ou au quotidien, puis que finalement, c'est grâce à toi puis aux décisions finales que tu prends que j'ai ma job, que tu fais vivre 200 familles. Tu sais, il y avait tout cet élément-là. Moi, la première affaire qui me vient en tête, c'est de dire, tu sais, si tu as un bureau pour 200 personnes, là, juste le bail puis l'électricité puis tout le kit, juste ça, là, 95% des gens ne seraient même pas prêts à prendre le risque de pouvoir supporter ça. Tu sais, puis ça, c'est une chose parmi toutes. Là. Fait que, tu sais, souvent, ce que je disais, c'est parlez pas de vos affaires aux moldus. Tu sais, comme dans Harry Potter, tu as les sorciers puis tu as les non-sorciers. Là. Mais les moldus, c'est les non-sorciers. Fait que les non-entrepreneurs ne peuvent pas comprendre pourquoi qu'à 5 heures du matin, tu es en train de faire de la facturation. Ouais. Pourquoi que le vendredi après-midi, ça se peut que le corps aussi, mais le char soit dans le cours. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que parce que le char est dans le cours, que tu es dans la piscine, tu sais. Ça se peut que tu es encore en train de travailler, encore au téléphone, etc. Puis l'autre aspect, c'est ça se peut que tu sois au restaurant avec des amis un samedi soir, que ton corps est là, mais que ta tête n'est pas là. Ouais. Puis que tu viens de réhypothéquer ta maison. Oui, c'est ça. Absolument. Pour payer tes salariés. Oui, non, mais c'est le genre de choses qui arrivent, mais les gens qui ne sont pas entrepreneurs ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui peut tout se passer en même temps dans la tête d'un entrepreneur. Puis tu sais, je veux juste faire un bémol là-dessus. Tu sais, l'objectif, c'est pas de dire que les non-salariés sont moins bons que nous autres ou quoi que ce soit. Là. Ben oui. Non, mais tu sais, c'est juste de dire qu'ils sont... Moi, ce que j'avais réalisé beaucoup quand j'en parlais, puis je le dis ouvertement, là, moi, depuis que je suis à mon compte, puis surtout depuis, je te dirais, les 4-5 dernières années, je me suis énormément isolé. Je suis beaucoup dans mon cercle rapproché. Comme tu dis, là, tu sais, ma blonde, mes enfants, puis that's about it. Là, c'est vraiment là-dessus parce que je réalisais que, ben, je le réalise encore, que les gens ne comprennent pas ma réalité. Puis moi, j'ai besoin de plus en plus de release the pressure. Là, de façon de diminuer la pression. Hier, pas de blonde, pas d'enfant. Je veux dire, je suis resté à la maison puis jouer au golf, ça a Switch. Là. Je veux dire, j'avais besoin de ce moment-là. J'aurais pu, je vais appeler des amis. Non, parce que j'ai juste besoin de me recueillir avec moi-même, ce qu'avant, j'avais beaucoup de difficultés à faire. Puis, plus je parle avec des moldus, je veux dire des moldus, plus que je réalise, c'est que la majorité du temps, la réponse va être reflétée par leur propre peur. Tout à fait. De dire, tu sais, je voudrais... ma blonde, elle l'a vécu. Ma blonde, elle se loue un local parce que ça fait 1 an et demi qu'elle est à son compte. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Là, 2 entrepreneurs ensemble, ça... Puis elle se loue un local, puis dans son entourage, les premières réactions, c'était comme « Ah, mais t'es-tu sûr que tu vas être capable de le payer? T'as-tu pensé aux taxes? T'as-tu pensé à... » Puis là, c'est comme « Non, je suis une conne. » Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pris ça, puis j'ai pas fait mon budget. Puis de 2, c'est de dire « Mais pourquoi j'aurais peur de ça, tu sais? » C'est parce que toi, tu as peur. Le moldu ne serait pas prêt à prendre ce risque-là, fait qu'il le projette. Exactement, mais c'est ça. Ça devient la projection de leur crainte vis-à-vis de toi. Puis là, quand tu en reçois plusieurs en même temps, tu te mets toi-même à douter. Ben oui, moi, mon père, à l'époque, quand je me suis lancé en affaires, lui, il aurait préféré que je travaille chez Hydro-Québec à relever des compteurs. Ben oui, mais puis après payant, ça, payant, fonds de pension, toute la kit. Exactement. Oui. Après ça, je serais devenu directeur. Ben oui. Pourquoi pas PDG, tu sais, de l'organisation. C'est sécuritaire. Mais non.
Sinon, papa, je veux mettre des raquettes au Nouveau-Brunswick. Puis pourquoi pas, tu sais. Puis, dans les dernières années, il a compris. Dans les dernières années? Dans les dernières années, il a compris. Parce que pendant un bout de temps, il dit « Ouais, tes projets, ça marche pas toujours comme ce que tu veux. » Ben non, mais c'est ça la business, tu sais. Puis des coups de 2 par 4, on en reçoit. Ouais. Puis on va toujours en recevoir aussi. Quand ça va super bien, c'est sûr, c'est pas à dire, mais c'est sûr qu'il y en a un qui va arriver à un moment donné. Même si on essaie d'être vigilant puis surveiller nos angles morts, tu sais. Mais ça fait partie de la game. Fait que, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde? Est-ce que être entrepreneur, c'est fait pour tout le monde? La réponse, c'est non. Ouais. OK? Puis, clairement. Puis ce que j'aime de ce que tu as dit tantôt, c'est que ton objectif dans le livre et tout, c'est de déglamoriser. C'est pas de décourager. Non. Mais c'est juste de dire, tu sais, moi on parle tu parlais de médias sociaux tantôt, là. J'ai bien plus de souvenirs de moi qui fait des 70 heures à faire toute autre tâche connexe que des souvenirs de moi avec ma Rolex sur le bord de la plage en train de travailler à distance comme tu vois sur Instagram. T'sais, sauf que moi, ce qui me drive, c'est... Puis je l'avais déjà dit à un de mes anciens boss quand j'avais démissionné. J'ai dit, tu sais, je sais pas si t'es amateur de hockey un peu, là. J'ai dit, tu sais... J'ai déjà été. Ben, tu sais, je veux dire, dans son organisation à lui, moi, je jouais sur un 4e trio d'un club qui pouvait gagner la Coupe Stanley parce que c'était une bonne business et tout ça. Mais je dis sincèrement, j'aime mieux être le capitaine d'une plus petite équipe qui se bat pour faire les séries. Fait que je suis imputable, tu sais, parce qu'il y a aussi oui, il y a le négatif que tu es imputable, tu sais. Fait que si ça fonctionne pas, puis tout le kit, c'est ta tête qui est sur le bio. Mais de l'autre côté, si ça fonctionne puis que ça va bien, ben tu as un sentiment de satisfaction que aucune job lundi au vendredi 8 à 5 peut te procurer 100% sûr. Non, puis la valorisation, tu sais, quand tu fais un bon coup, là, pas besoin que ça soit un coup de circuit, là, mais un bon coup sûr, là, OK, je le sens, je vois l'impact, ça avance, tu sais. Mais c'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que, tu sais, on parlait du négatif aussi tantôt là, qu'on a, mais c'est pour ça qu'il faut revenir souvent sur nos coups sûrs. Puis continuer à frapper des coups sûrs. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Mais on les fait avec une orientation, avec une direction, en fonction de nos aspirations. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir? Fait que ça, il faut que ça soit clair. C'est quoi la mission? C'est quoi la vision? C'est quoi les valeurs qu'on veut proposer? Il faut que ça soit clair parce que c'est là, on frappe toujours en cohérence avec ces éléments-là. Puis c'est souvent ça qui est oublié ou négligé parce que si on fait juste à tous les jours se lever, peser sur le bouton « repeat », puis pour pouvoir juste continuer à opérer notre entreprise sans vraiment avoir de vision, ben là, on est plus un salarié déguisé dans notre propre entreprise. Tu t'es créé une job. Exactement. Puis moi, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, même dans la dernière année, moi, ça a été ça. La perte de sens puis la perte de cohérence. C'est de dire, Chris, pourquoi je fais ça? Je veux dire, je me lève le matin, je travaille, puis tu sais, on facture, on fait ci, on fait ça. C'est de dire, OK, mais pourquoi je le fais foncièrement? Puis on est comme pris dans le labyrinthe. Puis là, un moment donné, tu es obligé de te poser. Puis souvent, ce qui arrive, moi, ce qui est arrivé dans mon cas, ça a été une perte de contrat qui a été vraiment drastique. J'ai perdu plusieurs centaines de milliers de dollars dans un contrat. Puis là, j'ai été obligé, lui en pleine face, là, de dire, OK, là, il faut que tu prennes des décisions. Mais théoriquement, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait prendre le temps, comme tu disais, faire le ménage. Tu t'assois, tu dis qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que je veux pas, puis d'essayer de ne pas t'embarquer dans je dois faire ça, je suis obligé de faire ça, parce que sinon, c'est clair que tu embarques dans une spirale infernale. Tu sais, il y a une question clé qu'on devrait se poser régulièrement, puis c'est est-ce que j'ai du fun? Ouais. Puis si on n'en a pas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer pour avoir du fun dans ma business? Dans la vie en général, ça vous appartient. Le business, ça m'appartient. Ouais. Non, mais tu sais, il faut revenir là-dessus. Puis si on est capable de répondre positivement à ça, ben là, écoute, il y a des défis qui vont devenir un peu plus faciles aussi. Puis il y a des décisions difficiles qui vont être à prendre, mais qu'on va savoir pourquoi on les prend aussi. Fait que tu sais, quand on parlait tantôt de déglamoriser, de montrer c'est quoi la vraie business, non, c'est pas pour décourager, mais c'est pour savoir dans quoi qu'on s'embarque, quels sont les défis auxquels on risque d'être confronté et surtout comment on doit agir, qu'on doit réagir dans ce type de situation-là. Tellement d'accord avec toi. Hey Alexandre, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Plein de choses. Ouais, mais quoi? Moi, je sais, je sais pas si on en parle ou si on n'en parle pas. Bon, on peut en parler, mais tu sais, à la base, j'accompagne des entrepreneurs régulièrement. Écoute, j'en ai qui sont plus des solopreneurs, mais j'en ai beaucoup qui sont propriétaires de plus grosses entreprises. Puis l'idée, c'est tout le temps le même. Comment on peut travailler avec toi pour te mettre à la porte de tes opérations dans un souci d'améliorer toujours ta situation comme entrepreneur. Pour que tu travailles sur ta business et non dans ta business. Exactement. Pour travailler les éléments qui vont avoir le meilleur impact, puis on parlait de faire du ménage, j'aide beaucoup d'entrepreneurs à faire du ménage dans leurs produits, dans leurs services, dans leurs offres, les aspects financiers, etc. Ça, puis c'est essentiel. Ben oui. Puis tout le monde devrait travailler avec un conseiller ou un accompagnateur, un mentor, un coach, bon, peu importe, selon la formule qui nous rejoint le mieux, puis avec des gens en qui on a confiance. Puis la confiance, c'est le sentiment que l'autre a à bien notre succès. OK? A nos intérêts à cœur, avant les siens. Ouais. Donc, ça, si on le sent chez les gens, c'est parce qu'on parle à la bonne personne, puis on sait que, ben oui, c'est normal que quelqu'un soit payé pour, mais il y a de la valeur ajoutée, il veut, il nous aide. Il y a vraiment quelque chose. On a besoin de cette expertise-là pour aller plus loin. Qu'est-ce qui s'en vient, finalement? Ben c'est sûr, des livres. Il y a un autre livre d'affaires qui va sortir en 2025. Au printemps 2025, c'est déjà signé avec la maison d'édition. Il me reste juste à le rédiger. Ça va se faire cet été. Sinon, comme tu le sais, je suis en train de rédiger un roman, thriller, style entrepreneurial. Ça avance vraiment bien, mais c'est beaucoup plus long que rédiger un livre d'affaires. Ah, j'en doute pas une seconde. Mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Pour les auditeurs, le running gag là-dedans, c'est que dans mon bucket list, j'ai envie d'écrire un roman entrepreneurial, une espèce d'autobiographie romancée. Puis quand j'ai vu qu'Alex en écrivait une, j'ai évité de consulter son contenu pour pas polluer ma tête d'informations et tout, mais je trouve que c'est tellement un aspect qui est le fun parce que moi aussi, c'est un des enjeux que j'ai. Chaque fois que je vais lire, je vais toujours lire des crises de livres de business. Mm-hmm. Fait que là, de dire, est-ce que je pourrais lire un livre de business, mais avec une histoire, je trouve que ça ferait une pierre deux coups. Une histoire, comme dans mon cas, c'est vraiment une histoire de fiction, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à d'autres entrepreneurs, d'autres personnes avec qui que j'ai parlé, mais que je ne peux pas partager. Mais tu peux les mettre dans un roman. Mais dans un roman de c'est fiction. Non, mais c'est ça. La trame de base, il y a plusieurs expériences, pas nécessairement des expériences vécues, mais plusieurs expériences. Puis là, après ça, j'ai bâti autour de ça un squelette puis une fiction vraiment. Mais en même temps que les lecteurs vont le lire, il y a des leçons d'affaires aussi à tirer. C'est sûr et certain. Puis il y a des astuces d'affaires que les gens vont pouvoir s'imprégner aussi. Fait que j'ai vraiment bâti de même. Mais quelqu'un qui n'aime pas vraiment la business, les affaires, va apprécier l'histoire. Mais quelqu'un qui aime ça puis qui aime apprendre, en lisant l'histoire, il va apprendre aussi pour lui. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais tu sais, justement pour pouvoir finalement se faire comme une espèce d'introspection en même temps. Mais il faut que ça soit utile, il faut que ça soit pertinent. Moi, ça a toujours fait partie de mon leitmotiv là-dessus. Puis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte aussi. Moi, j'ai très, très hâte de lire ce livre-là. Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si on veut te suivre sur les médias sociaux, Alexandre Vézina. Alexandre Vézina, je devrais être quand même assez facile à trouver là-dessus. Sinon, alexandrevézina.com, c'est le classique. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Marco pour la Technique Moneyball.